J'attendais cette conversation avec impatience depuis des mois. J'ai eu la chance d'animer une discussion entre Dario Amodei et Demis Hassabis l'année dernière à Paris. Ce qui a surtout retenu l'attention, c'est le fait que vous étiez serrés sur un très petit siège alors que j'étais assise sur un immense canapé. Ce qui était probablement une erreur de ma part. J'avais dit à ce moment-là que c'était pour moi comme présider une conversation entre les Beatles et les Rolling Stones. Vous n'avez pas eu de conversation sur scène depuis. C'est donc la suite. Le groupe se réunit à nouveau et j'en suis ravie. Vous n'avez pas besoin d'introduction. Le titre de notre conversation est « Le jour d'après l'AGI », ce qui est peut-être un peu prématuré, car nous devrions probablement parler de la rapidité et de la facilité avec lesquelles nous y arriverons. Je voulais faire une mise à jour là-dessus avant de parler des conséquences. Tout d'abord sur le calendrier. Dario, l'année dernière à Paris, vous avez dit que nous aurions un modèle capable de faire tout ce qu'un humain pourrait faire au niveau d'un prix Nobel dans de nombreux domaines d'ici 2026 ou 2027. Nous sommes en 2026. Maintenez-vous ce calendrier ? Il est toujours difficile de savoir exactement quand quelque chose va se produire, mais je ne pense pas que ce sera si éloigné. Le mécanisme par lequel j'imaginais que cela se produirait est que nous créerions des modèles bons en programmation et en recherche sur IA et que nous utiliserions cela pour produire la prochaine génération de modèles et l'accélérer, pour créer une boucle qui augmenterait la vitesse de développement des modèles. Nous en sommes maintenant au point où, pour les modèles qui écrivent du code, j'ai des ingénieurs chez Anthropic qui disent qu'ils n'écrivent plus de code. Ils laissent le modèle écrire le code, ils l'éditent et gèrent les choses autour. Je pense que nous sommes peut-être à 6 ou 12 mois du moment où le modèle fera la majeure partie, voire la totalité de ce que les ingénieurs logiciels font de bout en bout. C'est alors une question de vitesse à laquelle cette boucle se referme. Chaque partie de cette boucle n'est pas quelque chose qui peut être accéléré par l'IA. Il y a les puces, la fabrication des puces, le temps d'entraînement du modèle. Il y a donc beaucoup d'incertitudes. Il est facile de voir comment cela pourrait prendre quelques années. Il m'est très difficile de voir comment cela pourrait prendre plus de temps. Si je devais deviner, je dirais que cela ira plus vite que ce que les gens imaginent et que cet élément clé du code et de plus en plus de la recherche allant plus vite que nous l'imaginons sera le moteur principal. Il est vraiment difficile de prédire à quel point cette exponentielle va nous accélérer, mais quelque chose de rapide va se produire. Demis, vous étiez un peu plus prudent l'année dernière. Vous parliez de 50% de chances d'avoir un système capable de présenter toutes les capacités cognitives des humains d'ici la fin de la décennie. En matière de codage, comme le dit Dario, c'est remarquable. Quel est votre sentiment ? Maintenez-vous votre prédiction et qu'est-ce qui a changé au cours de l'année écoulée ? Je suis toujours sur le même calendrier. Il y a eu des progrès remarquables, mais certains domaines du travail d'ingénierie, le codage ou encore les mathématiques, sont un peu plus faciles à automatiser. En partie parce que le résultat est vérifiable. Certains domaines des sciences naturelles sont beaucoup plus difficiles. Vous ne saurez pas nécessairement si le composé chimique que vous avez construit ou cette prédiction sur la physique est correcte. Vous devrez peut-être le tester expérimentalement et tout cela prendra plus de temps. Je pense aussi qu'il manque des capacités pour le moment, non seulement pour résoudre des conjectures ou des problèmes existants, mais pour formuler la question, la théorie ou l'hypothèse en premier lieu. Je pense que c'est beaucoup plus difficile et que c'est le plus haut niveau de créativité scientifique. Je pense que nous aurons ces systèmes, ce n'est pas impossible, mais il y a peut-être 1 ou 2 ingrédients manquants. Reste à voir si cette boucle d'auto-amélioration sur laquelle nous travaillons tous peut réellement se refermer sans humain dans la boucle. Il y a aussi des risques liés à ce type de système dont nous devrions discuter, mais cela pourrait accélérer les choses si ce type de système fonctionne. Nous aborderons les risques dans une minute, mais un autre changement au cours de l'année écoulée a été une modification de la hiérarchie de la course. À la même époque l'année dernière, nous venions d'avoir le moment DeepSeek et tout le monde était incroyablement excité. Il y avait encore le sentiment que Google DeepMind était un peu à la traîne par rapport à OpenAI. Je dirais que maintenant la situation semble très différente. Ils ont déclaré le code rouge. Cela a été une sacrée année. Dites-moi ce qui vous a particulièrement surpris dans votre réussite cette année. J'ai toujours été très confiant que nous reviendrions au sommet des classements et des modèles de pointe dans tous les domaines.
Parce que je pense que nous avons toujours eu le bassin de recherche le plus profond et le plus large. Il s'agissait de rassembler tout cela et de ramener l'intensité, la concentration et une mentalité de start-up à l'ensemble de l'organisation. Cela a demandé beaucoup de travail. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais vous pouvez commencer à voir les progrès réalisés à la fois dans les modèles, avec Gemini 3, mais aussi du côté produit, avec l'application Gemini qui gagne des parts de marché. J'ai l'impression que nous faisons de grands progrès, mais il reste énormément à faire. Nous mettons à profit ce qui est la salle des machines de Google, où nous nous habituons à expédier nos modèles de plus en plus rapidement dans les produits. Une question pour vous, Dario, sur cet aspect. Vous êtes en train de faire un nouveau tour de table à une valorisation extraordinaire. Mais contrairement à Demis, vous êtes un créateur de modèles indépendants. Il y a une inquiétude croissante que les créateurs de modèles indépendants ne pourront pas continuer assez longtemps jusqu'à ce que les revenus arrivent. Parlez-moi de la façon dont vous envisagez cela. It's made very openly about OpenAI, but talk me through how you think about that, and then we'll get to the AGI itself. La façon dont j'envisage la situation est la suivante. À mesure que nous avons construit des modèles de plus en plus performants, une relation exponentielle s'est installée. Il ne s'agit pas seulement du rapport entre la puissance de calcul investie et les capacités cognitives du modèle, mais aussi du lien entre ces capacités et les revenus générés. Nos revenus ont été multipliés par 10 au cours des 3 dernières années, passant de 0 à 100 millions en 2023, d'1 milliard en 2024 et nous visons 10 milliards en 2025. Je ne sais pas si cette courbe continuera littéralement ainsi, ce serait incroyable, mais ces chiffres commencent à se rapprocher de l'échelle des plus grandes entreprises mondiales. Il y a toujours une part d'incertitude, car nous bâtissons tout cela à partir de zéro. Mais j'ai la conviction que si nous parvenons à produire les meilleurs modèles dans nos domaines de prédilection, tout se passera bien. Je dirais que l'année a été excellente pour Google et Anthropic. Ce que nous avons en commun, c'est que nos entreprises sont dirigées par des chercheurs qui se concentrent sur les modèles et la résolution de problèmes majeurs. Avec des défis scientifiques complexes comme étoiles polaires. Je pense que ce sont ces entreprises qui réussiront à l'avenir, et c'est un point que nous partageons. Je vais résister à la tentation de vous demander ce qu'il adviendra des entreprises qui ne sont pas dirigées par des chercheurs. Passons plutôt aux prédictions. Parlons de la capacité à boucler la boucle. Quelles sont les chances d'obtenir des modèles capables de boucler la boucle et de s'alimenter eux-mêmes? C'est le point crucial pour déterminer si le gagnant rafle tout. Croyez-vous toujours que nous allons assister à cela? Ou s'agira-t-il d'une technologie plus classique où les suiveurs pourront rattraper leur retard? Je ne pense absolument pas que ce sera une technologie normale. Certains aspects aident déjà au codage et à la recherche. Cependant, la fermeture complète de la boucle reste une inconnue. Il est possible que cela nécessite l'AGI elle-même pour y parvenir dans certains domaines. Dès que l'on touche à des domaines plus désordonnés, où il est difficile de vérifier rapidement la réponse, ou lorsqu'on inclut l'IA physique et la robotique avec du matériel dans la boucle, cela pourrait limiter la vitesse d'auto-amélioration. I also include, by the way, for AGI, physical AI, robotics working, all of these kind of things, and then you've got, hardware in the loop. That may limit how fast the self-improvement systems can work. En revanche, pour le codage et les mathématiques, je vois définitivement cela fonctionner. La question devient alors plus théorique. Quelle est la limite de l'ingénierie et des mathématiques pour résoudre les problèmes des sciences naturelles ? Dario, l'année dernière, vous avez publié Machines of Loving Grace, un essai très optimiste sur le potentiel à venir. I would say upbeat essay about the potential that you were going to see unfold, and you were talking about, a genius of data country data center. On me dit que vous travaillez sur une mise à jour, un nouvel essai. Il n'est pas encore sorti, mais peut-être pouvez-vous nous donner un avant-goût de votre vision 1 an plus tard. A sneak preview of what a year later your big take is going to be. Oui, mon point de vue n'a pas changé. J'ai toujours pensé que l'IA serait incroyablement puissante. Demis et moi sommes d'accord sur ce point.
C'est juste une question de savoir exactement quand. Parce qu'elle est incroyablement puissante, elle fera toutes ces choses merveilleuses dont j'ai parlé dans Machines of Loving Grace. Elle nous aidera à guérir le cancer, peut-être à éradiquer les maladies tropicales et à comprendre l'univers. Mais il existe des risques immenses et graves. Non pas que nous ne puissions pas les gérer, je ne suis pas pessimiste, mais nous devons y réfléchir et les traiter. J'ai écrit l'essai positif en premier simplement parce qu'il était plus facile et plus amusant à écrire que l'essai négatif. J'ai finalement pris des vacances et j'ai pu écrire un essai sur les risques. Même en écrivant sur les risques, comme je suis une personne optimiste, j'ai essayé de l'aborder sous l'angle « Comment surmonter ces risques ? Quel est le plan de bataille pour les combattre ?» J'ai utilisé le cadre d'une scène du film Contact de Carl Sagan. Lorsqu'il découvre une vie extraterrestre, l'un des personnages dit qu'il demanderait aux extraterrestres « Comment avez-vous fait ? Comment avez-vous réussi à traverser cette adolescence technologique sans vous détruire ?» Cela m'a marqué. One of the questions they asked one of the candidates is, if you could ask the aliens any one question, what would it be? And one of the characters says, I would ask, how did you do it? How did you manage to get through this technological adolescence without destroying yourselves? How did you make it through? And ever since I saw it, it was like 20 years ago, I think I saw that movie. It's kind of stuck with me. C'est le cadre que j'utilise. Nous frappons à la porte de ces capacités incroyables, la capacité de construire des machines à partir de sable. The ability to build basically machines out of sand. Je pense que c'était inévitable dès l'instant où nous avons commencé à travailler avec le feu. Mais la façon dont nous gérons cela n'est pas inévitable. Les prochaines années consisteront à gérer comment garder sous contrôle ces systèmes hautement autonomes et plus intelligents que n'importe quel humain. Comment s'assurer que des individus ne les utilisent pas à mauvais escient, comme pour le bioterrorisme? Comment s'assurer que les États-nations ne les utilisent pas à mauvais escient? C'est pourquoi je suis si préoccupé par les gouvernements autoritaires. Quels sont les impacts économiques? J'ai beaucoup parlé du déplacement de la main-d'œuvre. Pour chacun de ces problèmes, c'est un mélange de choses que nous devons faire individuellement, en tant que dirigeants d'entreprise, en travaillant ensemble, et il faudra un rôle pour les institutions sociétales plus larges, comme le gouvernement. Je ressens cette urgence car tout va si vite et c'est une telle crise que nous devrions consacrer presque tous nos efforts à réfléchir à la manière de traverser cette épreuve. My view is this is happening so fast and is such a crisis, we should be devoting almost all of our effort to thinking about how to get through this. Je n'arrive pas à décider si je suis plus surprise par le fait que vous preniez des vacances ou que lorsque vous en prenez, vous pensiez au risque de l'IA et que votre essai soit formulé en ces termes. Allons-nous traverser l'adolescence technologique de cette technologie sans nous détruire? Vous avez mentionné plusieurs domaines qui peuvent guider le reste de notre conversation. Commençons par les emplois. Vous avez été très clair à ce sujet et vous avez dit que la moitié des emplois de bureau de niveau débutant pourraient disparaître dans les 1 à 5 prochaines années. Je me tourne vers vous, Demis, car jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun impact perceptible sur le marché du travail. Le chômage a légèrement augmenté aux États-Unis, mais toutes les études économiques suggèrent que c'est lié aux embauches excessives post-pandémie et non à l'IA. Au contraire, les gens embauchent pour développer les capacités de l'IA. Pensez-vous, comme les économistes l'ont toujours soutenu, que de nouveaux emplois seront créés? Car jusqu'à présent, les preuves semblent le suggérer. Je pense qu'à court terme, c'est ce qui va se passer. L'évolution normale lorsqu'une technologie de rupture arrive. Certains emplois seront perturbés, mais de nouveaux emplois, encore plus précieux et peut-être plus significatifs, seront créés. Je pense que nous verrons cette année les débuts d'un impact sur les emplois de niveau junior, les postes d'entrée et les stages.
Il y a des signes, je peux le sentir nous-mêmes, peut-être un ralentissement des embauches à ce niveau. Mais je pense que cela peut être largement compensé par le fait qu'il existe ces outils créatifs incroyables disponibles pour presque tout le monde. Si je devais parler à une classe d'étudiants de premier cycle en ce moment, je leur dirais de devenir incroyablement compétents avec ces outils. Même ceux d'entre nous qui les construisent sont tellement occupés à les construire qu'il est difficile d'avoir aussi le temps d'explorer vraiment le surplus de capacités que les modèles actuels possèdent, sans parler de ceux de demain. Je pense que cela peut être mieux qu'un stage traditionnel pour se propulser et devenir utile dans une profession. C'est ce que je vois se produire probablement dans les 5 prochaines années. Ce qui se passera après l'arrivée de l'AGI est une question différente, car nous serions alors vraiment en territoire inconnu. Pensez-vous que cela prendra plus de temps que vous ne le pensiez l'année dernière, lorsque vous disiez que la moitié de... Non, j'ai à peu près le même point de vue. Je suis d'accord avec vous et avec Demis. Au moment où j'ai fait ce commentaire, il n'y avait aucun impact sur le marché du travail. Aujourd'hui, je pense que nous commençons peut-être à en voir les prémices, notamment dans le logiciel et le codage. Je le vois même au sein d'Anthropic. Je peux anticiper un moment où, pour les postes juniors et intermédiaires, nous aurons besoin de moins de personnes et non de plus. Nous réfléchissons à la manière de gérer cela de façon sensée. Je maintiens mon estimation d'1 à 5 ans faite il y a 6 mois. Si l'on relie cela à ce que je disais auparavant, nous pourrions avoir une IA supérieure aux humains dans 1 ou 2 ans, peut-être un peu plus. Ces délais ne semblent pas correspondre car il y a un décalage et un effet de remplacement. Je sais que le marché du travail est adaptable. 80% des gens travaillaient dans l'agriculture. L'agriculture a été automatisée, ils sont devenus ouvriers, puis travailleurs du savoir. Il y a donc un certain niveau d'adaptabilité et nous devrions être économiquement sophistiqués à ce sujet. Cependant, mon inquiétude est que, à mesure que cette croissance exponentielle s'accumule, cela ne prendra pas longtemps, entre 1 et 5 ans, et cela submergera notre capacité d'adaptation. Je dis peut-être la même chose que Demis, mais en excluant cette différence de délai qui dépend finalement de la vitesse à laquelle nous bouclons la boucle sur le codage. Quelle confiance avez-vous dans le fait que les gouvernements saisissent l'ampleur de la situation et commencent à réfléchir aux réponses politiques nécessaires ? Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de travail en cours à ce sujet. Je suis constamment surpris, même en rencontrant des économistes ici, qu'il n'y ait pas plus de professeurs d'économie qui réfléchissent à ce qui va se passer. Pas seulement sur le chemin vers l'AGI, mais même si nous réussissons tous sur le plan technique, comme l'évoque Dario. Le déplacement des emplois est une question, et nous nous inquiétons tous de ses conséquences économiques. Mais il existe peut-être des moyens de distribuer cette nouvelle productivité et cette nouvelle richesse plus équitablement. Je ne sais pas si nous avons les bonnes institutions pour le faire, mais c'est ce qui devrait se passer à ce moment-là. Nous pourrions entrer dans un monde post-pénurie. Mais il y a des questions encore plus grandes que celles-là, concernant le sens et le but. Beaucoup de choses que nous tirons de nos emplois ne sont pas uniquement économiques. Étrangement, je pense que cela pourrait être plus facile à résoudre que le devenir de la condition humaine et de l'humanité dans son ensemble. Je suis optimiste quant au fait que nous trouverons de nouvelles réponses. Nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui, des sports extrêmes à l'art, qui ne sont pas nécessairement liés directement aux gains économiques. Nous trouverons du sens et peut-être existera-t-il des versions encore plus sophistiquées de ces activités. De plus, je pense que nous explorerons les étoiles, ce qui ajoutera au but. Mais il est vraiment important d'y penser maintenant, même avec mes estimations de 5 à 10 ans, car ce n'est pas beaucoup de temps avant que cela n'arrive. À quel point estimez-vous le risque d'un rejet populaire contre l'IA qui pousserait les gouvernements à prendre des mesures qui, de votre point de vue, pourraient être stupides? Je repense à l'ère de la mondialisation dans les années 1990, où il y a eu effectivement des déplacements d'emplois. Les gouvernements n'ont pas assez fait, et le rejet du public a été tel que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Pensez-vous qu'il existe un risque d'antipathie croissante envers ce que vous faites et vos entreprises au sein du corps politique?
Il est tout à fait raisonnable d'avoir peur et de s'inquiéter pour des choses comme les emplois et les moyens de subsistance. Les prochaines années vont être très compliquées sur le plan géopolitique, mais aussi à cause de divers facteurs. Avec AlphaFold et nos travaux scientifiques, nous essayons de guérir toutes les maladies et de trouver de nouvelles sources d'énergie. Il est clair que la société le souhaite. L'équilibre actuel de l'industrie ne penche peut-être pas assez vers ce type d'activité. Nous devrions avoir beaucoup plus d'exemples de type AlphaFold qui apportent un bien sans équivoque au monde. Il incombe à l'industrie et à nous tous, acteurs majeurs, de le démontrer davantage, pas seulement d'en parler. Cependant, cela s'accompagnera d'autres perturbations inévitables. L'autre problème majeur est la concurrence géopolitique, principalement entre les États-Unis et la Chine. À moins d'une coopération internationale ou d'une entente à ce sujet, ce qui serait bénéfique pour établir des normes de sécurité minimales pour le déploiement, cette technologie traversera les frontières et affectera toute l'humanité. Le film Contact est d'ailleurs l'un de mes préférés. Ces questions doivent être résolues. Si nous le pouvons, il serait peut-être bon d'avoir un rythme légèrement plus lent que ce que nous prévoyons actuellement, même par rapport à mes propres échéanciers, afin que nous puissions bien faire les choses sur le plan sociétal. Mais cela nécessiterait une coordination qui est difficile à obtenir. Dario, tournons-nous vers ce sujet maintenant. Depuis notre dernière discussion à Paris, l'environnement géopolitique est devenu, au mieux, compliqué. Deuxièmement, les États-Unis ont désormais une approche très différente envers la Chine. C'est une stratégie agressive où l'on avance aussi vite que possible, mais sans vendre de puces à la Chine. C'est une attitude très différente. Il y a aussi une relation très étrange entre les États-Unis et l'Europe en ce moment sur le plan géopolitique. Je vous entends dire qu'il serait agréable d'avoir une organisation internationale, mais nous en sommes très loin dans le monde réel. Dans le monde réel, les risques géopolitiques ont-ils augmenté? Et que pensez-vous qu'il faille faire à ce sujet? L'administration semble faire le contraire de ce que vous suggériez. Nous essayons simplement de faire de notre mieux en tant qu'entreprise pour opérer dans l'environnement existant, aussi fou soit-il. Mes recommandations politiques n'ont pas changé. Ne pas vendre de puces est l'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre pour nous assurer d'avoir le temps de gérer la situation. Comme je l'ai déjà dit, je préfère le calendrier de Demis. J'aimerais que nous ayons 5 à 10 ans. Il est possible qu'il ait raison et que j'ai tort, mais supposons que j'ai raison et que cela puisse se faire en 1 ou 2 ans. Pourquoi ne pouvons-nous pas ralentir pour nous aligner sur le calendrier de Demis? La raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire est que nous avons des adversaires géopolitiques qui construisent la même technologie à un rythme similaire. Geopolitical adversaries building the same technology at a similar pace. Il est très difficile d'avoir un accord applicable où ils ralentissent et nous ralentissons. Si nous nous contentons de ne pas vendre les puces, alors ce n'est plus une question de concurrence entre les États-Unis et la Chine, mais une question de concurrence entre moi et Demis, et je suis très confiant que nous pouvons régler cela. Que pensez-vous de la logique de l'administration? Si je comprends bien, il faut leur vendre des puces parce que nous devons les intégrer aux chaînes d'approvisionnement américaines. Je pense que c'est une question non seulement de l'échelle de temps, mais aussi de l'importance de la technologie. S'il s'agissait de télécommunications, alors tous ces arguments sur la prolifération de la technologie américaine et la volonté de construire nos puces partout dans le monde auraient du sens pour éviter que ces pays n'utilisent des puces Huawei par exemple. These random countries in different parts of the world, build data centers that have NVIDIA chips instead of Huawei chips. Je vois cela davantage comme une décision critique. Allons-nous vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord parce que cela génère des profits pour Boeing? Nous pourrions dire que les boîtiers ont été fabriqués par Boeing, donc que les États-Unis gagnent. C'est formidable. Cette analogie devrait clairement montrer comment je vois ce compromis.
how I see this trade-off, that I just don't. Je ne pense tout simplement pas que cela ait du sens. Nous avons pris des mesures beaucoup plus agressives envers la Chine et d'autres acteurs qui sont, à mon avis, beaucoup moins efficaces que cette mesure unique. I think it's much less effective than this one measure. Un dernier domaine de risque potentiel dont s'inquiètent les pessimistes est celui d'une IA malveillante toute puissante. Worry about is a kind of all-powerful malign AI. Je pense que vous avez tous deux été quelque peu sceptiques quant à l'approche pessimiste extrême. Mais au cours de la dernière année, nous avons vu ces modèles se montrer capables de tromperie et de duplicité. Pensez-vous différemment à ce risque aujourd'hui par rapport à il y a un an? Y a-t-il quelque chose dans la façon dont les modèles évoluent qui devrait nous inciter à accorder plus de poids à ce risque? A little bit more concerned on that. Depuis les débuts d'Anthropic, nous réfléchissons à ce risque. Au départ, nos recherches étaient très théoriques. Nous avons été les pionniers de l'idée d'interprétabilité mécaniste qui consiste à regarder à l'intérieur du modèle, à examiner son cerveau pour essayer de comprendre pourquoi il agit comme il le fait, tout comme le font les neuroscientifiques humains. Human neuroscientists, which we actually both have background in, try to understand the brain. Avec le temps, nous avons de plus en plus documenté les mauvais comportements des modèles lorsqu'ils émergent, et nous travaillons maintenant à les traiter grâce à cette interprétabilité. J'ai toujours été préoccupé par ces risques, et j'en ai parlé à Demis de nombreuses fois. Je suis cependant sceptique vis-à-vis du catastrophisme qui affirme que nous sommes condamnés et qu'il n'y a rien à faire. Skeptical of doomerism, which is, we're doomed, there's nothing we can do, or this is the most likely outcome. Je pense que c'est un risque que nous pouvons gérer si nous travaillons tous ensemble. Nous pouvons apprendre, grâce à la science, à contrôler et diriger correctement ces créations. Mais si nous les construisons mal, si nous sommes tous dans une course effrénée sans garde-fou, alors oui, il y a un risque que quelque chose tourne mal. Je vais vous donner l'occasion de répondre à cela dans le contexte d'une question légèrement plus large. Au cours de l'année passée, êtes-vous devenu plus confiant dans le potentiel positif de la technologie, la science et tous les domaines que vous avez évoqués, ou êtes-vous plus inquiet des risques dont nous discutons? Je travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans. J'ai passé toute ma carrière sur l'IA pour ses aspects positifs, car c'est l'outil ultime pour la science et pour comprendre l'univers qui nous entoure. Construire l'IA devrait être l'outil suprême pour cela, si nous le faisons correctement. Nous réfléchissons aux risques depuis le début de DeepMind il y a 15 ans. Nous avions prévu que si l'on obtient les avantages, s'agissant d'une technologie à double usage, elle pourrait être détournée par des acteurs malveillants à des fins nuisibles. Je crois beaucoup en l'ingéniosité humaine, mais la question est d'avoir le temps, la concentration et la collaboration des meilleurs esprits pour résoudre ces problèmes. Je suis sûr que si nous avons cela, nous résoudrons le problème technique de la sécurité. Si nous ne l'avons pas, si c'est fragmenté et que les gens font la course, il sera beaucoup plus difficile de garantir que ces systèmes sont techniquement sûrs. Je pense néanmoins que c'est un problème tout à fait surmontable si nous avons le temps et l'espace nécessaires. Je veux m'assurer qu'il y a une question. Monsieur, là-bas, soyez très bref, car nous avons littéralement 2 minutes. Merci beaucoup. Je voulais poser une question légèrement philosophique. L'argument le plus fort en faveur du catastrophisme, pour moi, est le paradoxe de Fermi, l'idée que nous ne voyons pas de vie intelligente dans notre galaxie. Avez-vous des réflexions à ce sujet ? J'y ai beaucoup réfléchi. Cela ne peut pas être la raison, car nous devrions voir toutes les IA. Si la raison du paradoxe de Fermi était que les civilisations sont détruites par leur propre technologie, nous devrions voir des trombones venir vers nous depuis une partie de la galaxie. Or, nous ne voyons aucune structure, ni sphère de Dyson, ni rien, que ce soit artificiel ou biologique. Il doit donc y avoir une autre réponse au paradoxe de Fermi. Mon sentiment est que nous avons passé le grand filtre, qui était probablement l'apparition de la vie multicellulaire. Il n'y a donc pas de certitude sur ce qui va se passer ensuite. C'est à nous, en tant qu'humanité, d'écrire la suite. Cela pourrait être une discussion passionnante, mais c'est hors sujet pour les 36 prochaines secondes. Ce qui ne l'est pas,
en 15 secondes chacun. Quand nous nous réunirons à nouveau, j'espère l'année prochaine, qu'est-ce qui aura changé d'ici là? La chose la plus importante à surveiller est cette question des systèmes d'IA construisant d'autres systèmes d'IA. La façon dont cela évoluera déterminera s'il nous reste quelques années avant d'y arriver ou si nous sommes face à des merveilles et une grande urgence que nous devons affronter immédiatement. If we have wonders and a great emergency in front of us that we have to face. Je suis d'accord là-dessus. Nous restons en contact étroit à ce sujet. En dehors de cela, je pense qu'il y a d'autres idées intéressantes comme les modèles de monde et l'apprentissage continu qui devront être résolues si l'auto-amélioration ne suffit pas à elle seule. Et je pense que la robotique pourrait connaître son moment de percée. Sur la base de ce que vous venez de dire, nous devrions peut-être espérer que cela vous prenne un peu plus de temps, ainsi qu'à tout le monde, pour nous donner plus de marge. Je préférerais cela. Ce serait mieux pour le monde. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.